Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le fonctionnement des ILB. Ce sont les Inflation Linked Bonds. Ce sont des obligations indexées sur l'inflation. Mais dans un premier temps, nous vous ferons un rapide rappel sur le calcul de l'inflation. Attardons-nous d'abord sur la notion d'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? Eh bien, l'inflation, c'est la hausse globale des prix. Pour capturer cette hausse globale des prix, nous allons introduire une nouvelle notion, qui s'appelle le panier de la ménagère. Dans ce panier, nous y trouvons plusieurs biens de consommation que toute personne se voit obligée de consommer régulièrement. Il y a bien sûr de l'alimentation, comme du pain, des œufs, de la viande, mais également du transport et des vêtements. Notez que nous ne mettrons pas de tabac dans ce panier, car bien que le prix du tabac augmente avec le temps, cela n'a rien à voir avec l'inflation. Ce sont les gouvernements qui veulent inciter les populations à ne pas fumer. Plusieurs index se chargent de calculer cette inflation, mais celui dont nous parlerons le plus est le HICP, pour Harmonized Index of Consumers Prices. C'est un indice de l'inflation qui est publié chaque mois par Eurostat et reflète de l'inflation sur l'ensemble de l'Europe. Voilà une autre façon de voir l'inflation. Supposons qu'en 2016, il nous faille exactement 20 € pour acheter tous les biens dont nous avons besoin. Et bien en 2017, ces 20 € ne suffiront plus. Et en 2030, ces 20 € seront loin d'être suffisants. En fait, l'argent perd de sa valeur. Entrons à présent dans le vif du sujet, à savoir comment fonctionnent les ILB. La principale différence entre une ILB et une obligation classique est que l'ensemble de ces coupons et le principal à l'échéance sont ajustés sur l'inflation. Pour les ajuster, nous les multiplierons par un coefficient d'ajustement, IC2T. Dans un deuxième temps, nous ferons une rapide remarque sur la duration de ces obligations. Et enfin, nous regarderons les facteurs qui influent le pricing. Le coefficient IC2T est calculé par le DIR en T divisé par le DIR à la date de base. Mais qu'est-ce que le DIR? Le DIR, c'est le Daily Inflation Reference. C'est un indice de référence journalier sur l'inflation. Il est calculé avec un retard de 3 mois en interpolant les indices publiés 3 mois plus tôt et 2 mois plus tôt, dont voici la formule. Pour mieux comprendre cette interpolation, prenons un graphique. Supposons que nous soyons au cours du mois d'avril et que nous nous soyons indexés sur l'indice du HICP. Eurostat a publié déjà 4 indices, du 1er janvier au 1er avril. Nous pouvons interpoler linéairement ces points. Supposons que nous soyons aujourd'hui en T0. Pour calculer le DIR effectif en T0, nous translatons la distance entre T0 et le 1er avril au 1er janvier. Nous avons alors accès à l'interpolation linéaire des indices publiés au 1er janvier et au 1er février, que nous pourrons reporter immédiatement en T0. Nous pouvons faire de même au 1er mai, en translatant la distance du 1er avril au 1er mai, et nous tombons tout naturellement au 1er février. Nous pouvons alors translater l'indice qui a été publié au 1er février directement au 1er mai pour avoir le DIR effectif au 1er mai. Mais, comme nous avons déjà les indices qui ont été publiés en mars et en avril, nous pourrions dès maintenant calculer les DIR qui seront effectifs jusqu'au 1er juillet. Donc voici les courbes. Si nous interpolons à présent tous ces points, nous voyons bien que la courbe effective du DIR est exactement celle de la courbe publiée par Eurostat, mais avec un décalage de 3 mois. Intéressons-nous à présent à deux obligations, deux OAT, qui sont des obligations de l'État français. L'obligation en noir est une OAT indexée sur l'inflation, dont l'index est le HICP. L'obligation en rouge est une obligation tout à fait classique de 5%. Nous pouvons observer que l'obligation tout à fait classique verse un coupon de 5 annuellement. C'est un coupon constant, et le remboursement se fait au pair. L'obligation indexée sur l'inflation, en revanche, verse des coupons beaucoup plus faibles, et le remboursement à l'échéance est beaucoup plus grand. Nous en concluons donc directement que la duration d'une obligation indexée sur l'inflation est supérieure à la duration d'une obligation classique. Mais du coup, est-il toujours plus intéressant de prendre un linker sur l'inflation plutôt qu'une obligation classique? Eh bien, pas nécessairement, car le linker sur l'inflation a été pricé en estimant une inflation attendue. Si l'inflation effective était effectivement supérieure à l'inflation attendue, alors nous avons bien fait de prendre ce linker. En revanche, si l'inflation effective est inférieure à l'inflation qui a été estimée, alors nous aurions mieux fait de prendre une obligation classique. Pour voir la volatilité de l'inflation, regardons ce qu'il s'est passé entre 1997 et 2016. Voici un graphique qui représente les indices publiés par Eurostat chaque mois. Nous pouvons voir qu'entre 1999 et 2007, nous étions dans un régime plus ou moins normal d'inflation, à environ 2%, les pics ne représentant juste que la saisonnalité. En 2008 et 2009, il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis, ce qui a eu pour effet de faire descendre l'inflation.
car il y a eu une préférence absolue pour la liquidité. Puis, nous voyons que récemment, il y a eu la crise de la dette grecque, ce qui a impacté la zone euro. Récemment, la Banque centrale a décidé de refaire baisser ses taux directeurs à moins 0,3%, ce qui aura, dans ses objectifs, pour effet de faire remonter l'inflation. Cette vidéo vous a été présentée par Cédric Ray et Antoine Thiebaud. Nous vous remercions de votre attention.